Aujourd'hui, je reçois Gaëlle de Dorlodo qui a créé la plateforme de revente de bijoux de luxe de seconde main. Oui, Precious. J'ai fait la connaissance de Gaëlle sur LinkedIn autour de notre passion commune pour l'univers du luxe. Curieuse, je teste sa plateforme et le verdict est sans appel. Elle coche toutes les cases. L'offre, le service client et le souci du détail. Et croyez-moi, je ne suis pas une cliente facile. J'ai pas mal d'exigences, surtout sur ces produits de luxe. Revenons brièvement sur son histoire. Elle fonde We Precious en 2022 avec l'intention de proposer une offre qualitative pour les particuliers alliant le digital au savoir-faire artisan des bijoux de luxe. J'apprécie particulièrement son authenticité et sa transparence autour de son concept. Là où la plupart des revendeurs de luxe de seconde main sont assez opaques sur le processus d'authentification, Gaëlle, elle, a décidé de s'allier à une experte certifiée qui authentifie chacune des pièces qui passent sur sa plateforme. On sait qui est derrière ces certificats d'authentification et ça, c'est un réel plus dans le paysage du luxe de seconde main. Je vous laisse à présent avec notre échange. Bonjour Gaëlle, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast et de pouvoir mettre en avant ce que tu fais. Je te connais déjà depuis un petit temps. Et la première question que j'aimerais te poser pour un petit peu nous mettre dans le contexte, est-ce que tu pourrais nous expliquer en fait ce qui t'a amené à créer une offre de bijoux haut de gamme luxe de seconde main et plus particulièrement pourquoi est-ce que tu as choisi les bijoux qui est quand même une niche assez particulière? Bonjour Cécile, merci beaucoup de me recevoir. Alors, d'où vient l'idée? En fait, moi, j'ai un background qui est à la fois de 17 années dans le luxe Mm. et puis aussi en tant qu'entrepreneuse du digital pendant 10 ans. Donc, j'avais envie de faire un projet qui allie le digital et le luxe. Et D'accord. je me suis beaucoup intéressée au marché de la seconde main, notamment pendant les années où j'ai habité en Asie, à Hong Kong et au Japon, où il y a un énorme marché de la seconde main très différent d'en France. Je me suis interrogée sur comment on pouvait apporter une expérience plus luxe, plus haut de gamme dans la seconde Mhm. main, comme c'est le cas au Japon, où le marché est à la fois mûr et mais très retail en magasin, mais avec une offre qualitative, bien mise en scène et avec un niveau de service assez important. Donc je me suis D'accord. demandé comment on pouvait reproduire ça en Europe sur une catégorie de produits qui, à mon sens, a besoin d'avoir ce niveau de service et ce niveau de luxe qui est la joaillerie. Donc la joaillerie, effectivement, j'ai choisi vraiment de me spécialiser même sur la joaillerie signée de grandes marques, donc c'est assez pointu Mhm. Oui. à la fois parce qu'il y avait peu d'acteurs sur le marché, alors que le marché de la montre ou le marché de la mode et de la maroquinerie sont plus occupés, on va dire, avec des gros acteurs internationaux. Mhm. Sur le bijou, c'est Plus anecdotique. plus anecdotique, je dirais pas vraiment anecdotique, parce qu'il y a des choses, mais pas des gros acteurs internationaux qui ont déjà vraiment pris le leadership sur le marché. Donc il y a encore des choses à faire. Et en plus, ce produit particulier justifie vraiment d'avoir un process particulier, un niveau de service particulier, avec l'authentification, le service client, tout ce qui fait que les gens vont peut-être avoir davantage envie d'être rassurés et d'avoir une démarche d'achat qui est proche du neuf, plutôt que d'acheter soit sur une plateforme généraliste avec Mhm. un niveau de sécurité qui est faible, ou dans des circuits traditionnels où finalement l'attractivité du produit va être moins mise en valeur. Oui, oui, donc tu as vraiment combiné, si je veux résumer, le fait que voilà, au Japon, on est quand même sur des choses assez qualitatives. Enfin, les Japonais sont vraiment très précautionneux, mettent bien en avant les produits. Donc cette qualité quelque part du service, avec aussi tes compétences en digital, pour pouvoir en fait, ici venir sur le marché européen, quelque chose de vraiment qualitatif au niveau des clients, si je comprends bien. Exactement. Donc du côté client, c'est vraiment l'idée d'avoir une expérience qualitative et proche de la démarche d'un achat neuf, avec des bijoux qui sont rénovés, expertisés, réemballés. Et puis côté vendeur, puisque on fait de particulier à particulier, l'idée d'avoir un service clé en main avec service un peu concierge où on s'occupe de tout pour les gens qui veulent vendre leurs bijoux mais sans avoir à s'en occuper. Oui, donc en fait, tu t'adresses vraiment aux particuliers, quoi. Oui, vraiment, c'est l'idée de mettre en relation des particuliers qui souhaitent vendre leurs bijoux, puisqu'on sait que 70% des bijoux ne sont pas portés et sont dans des coffres, avec des acheteurs qui souhaitent acheter à un meilleur prix des bijoux, ou C'est bijoux. soit des bijoux à un meilleur prix, soit des bijoux qui n'existent plus sur le marché, signés, mais tout en simplifiant et en sécurisant la transaction finalement.
Oui, parce qu'évidemment, enfin, tout le problème souvent de la seconde main, de luxe aussi, c'est le sourcing, c'est-à-dire le fait de pouvoir acquérir ces pièces quelque part, pour pouvoir les revendre sur une plateforme. Donc c'est important effectivement de développer ce côté-là. Je voulais aussi venir sur le côté, ben voilà, les valeurs en fait que tu souhaites aussi mettre en avant avec cette activité, tout simplement. Donc pour We Precious, je pense que la valeur qui est la plus présente dans ce que j'essaye de faire, c'est vraiment un héritage de mes années luxe chez Louis Vuitton, c'est d'essayer d'apporter de l'excellence à la fois auprès de mes clients, Mmh. mais aussi auprès de mes vendeurs, mais aussi dans la mise en avant du produit, parce que je pense que le bijou, c'est comme on le disait, hein, c'est un objet particulier qui est le fruit d'un savoir-faire, qui est le fruit à la fois du design de grandes marques et du savoir-faire d'un atelier joaillier. Mmh. Et je pense que c'est une pièce qui mérite vraiment une attention particulière, qui est porteuse d'émotions, porteuse de sens aussi pour les clients qui l'achètent ou qui l'offrent. Et donc voilà, je pense que cette notion d'excellence, elle est importante pour transmettre un peu toute l'émotion autour du bijou, de garder un peu de rêve et de plaisir autour de l'achat. Une deuxième valeur qui est importante pour moi, c'est, enfin, dans ce projet en tout cas, c'est la durabilité. Donc j'essaie Mmh. vraiment de m'attacher déjà, évidemment, le bijou est de seconde main, il nécessite pas d'aller extraire de nouvelles ressources. Donc ça, c'est important parce que c'est, même si beaucoup d'efforts ont été faits par les grands joailliers, ça reste, de toute façon, toute production neuve reste quand même assez néfaste pour l'environnement. Mmh. Mais les gens peuvent avoir quand même envie il y aura toujours des anniversaires, des naissances, des Des mariages, occasions. et voilà, et les gens restent avec l'envie de se faire plaisir ou de faire plaisir avec un bijou. Donc un bijou, ça reste une pièce, un cadeau quand même exceptionnel. Et voilà, d'essayer de finalement rendre normale l'acquisition d'un bijou en seconde main de façon plus durable et plus friendly pour l'environnement, on va dire. Je pense que ça fait partie du projet aussi, d'apporter ça aux clients et de rendre la chose un peu plus banale, on va dire, d'acheter un bijou de seconde main. Mmh. Je pense que je porte aussi mes valeurs personnelles dans ce projet. Et quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est finalement l'authenticité à titre personnel, mais du coup, voilà, d'apporter vraiment à la fois évidemment toute la sécurité autour du bijou avec l'authenticité, mais on va dire des informations très transparentes à nos clients, prendre le relais des informations données par les marques, donc être le plus fidèle possible à Mmh. les messages qui sont émis par la marque au départ quand ils mettent le bijou sur le marché. Donc d'essayer vraiment d'être à la fois fidèle, authentique et loyal, on va dire, par rapport au bijou lui-même et aux produits qu'on met en vente. Oui, donc de belles valeurs que tu incarnes. Je voudrais venir sur une question aussi qui me paraît banale mais qui ne l'est pas. C'est, donc on parle de bijoux, mais pour tout le monde ce n'est pas très clair ce qu'est un bijou. C'est-à-dire, je m'explique, il y a ce qu'on appelle les bijoux de joaillerie, donc ce que tu fais en fait, et les bijoux fantaisie. Et parfois j'ai déjà remarqué en discutant avec quelques auditeurs qu'il y avait un peu un micmac de la différence qu'il y avait entre les deux. Est-ce que tu pourrais, toi, nous l'expliquer? Oui, bah alors effectivement, je pense que la bonne partie des gens qui ne savent pas exactement ce qu'on appelle de la joaillerie, on va dire. Mhm. Donc déjà, je pense que c'est défini par les matières qui sont utilisées. L'or, c'est de l'or 18 carats en joaillerie. Déjà, alors aux États-Unis, ils font beaucoup d'or 14 carats, mais déjà en Europe, ça se fait pas tellement. C'est déjà des marques plus de luxe accessible qui vont utiliser de l'or 14 carats ou 9 carats. Mais ça reste quand même de l'or. Puis ensuite, il y a des bijoux fantaisie qui vont là être plutôt du laiton avec un plaquage or. Donc voilà. Donc la joaillerie, c'est vraiment les matières précieuses, le platine, l'or 18 carats, que ce soit rose, or Mhm. gris, or jaune, l'argent. L'argent, ça reste une matière précieuse, l'argent 925. Et puis, bien sûr, les pierres précieuses ou semi-précieuses. Et nous, on est sur la joaillerie signée, donc signée par une marque. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un poinçon de maître à poser sur le bijou avec la signature de la marque et vraiment toutes les caractéristiques de la façon de la façon dont la marque produit ses bijoux. C'est ça la joaillerie. Après, on peut différencier la joaillerie et la haute joaillerie. Donc la haute joaillerie, c'est à partir d'un certain prix. On peut dire 50 000 euros par exemple. Ça bon, voilà, c'est pas vraiment fixé. Mais surtout la haute joaillerie, c'est souvent des pièces qui sont faites soit sur mesure, soit en pièces uniques et présentées aux clients par les marques. Et ensuite faites sur commande avec des ajustements. C'est pour ça que c'est souvent des pièces qui sont soit D'accord. très limitées, soit uniques. Ça, c'est Ok. encore un autre univers. Oui, donc en fait, si je résume, la haute joaillerie, on va avoir vraiment tous les matériaux précieux. Je suppose qu'il y a aussi le travail qu'il y a derrière. Par exemple, enfin, je prends l'exemple d'un collier ou d'une bague où il y a vraiment
je veux dire, c'est la création, ça va être les pierres qui vont être mises, enfin les pierres précieuses qui vont être mises en avant. Alors sur un bijou fantaisie, on est plus sur, oui, effectivement, du plaquage, des choses quelque part plus simples, avec des matériaux qui ne sont pas en fait des matériaux nobles, quoi. Exactement. Oui, ça D'accord. sera des pierres qui sont des cristaux, par exemple, Voilà, oui, c'est ça. ou pas du tout des pierres. Mais semi-précieux, c'est déjà, enfin, voilà, il y a beaucoup de marques qui utilisent des pierres semi-précieuses avec de l'or, mais c'est vrai que si vous avez déjà pas que le matériau n'est ni de l'or, 18 carats, ni du platine, ni de l'argent, déjà C'est bijoux fantaisie, oui. Je c'est pense que c'était bijou fantaisie. important qu'on le précise ici parce que, voilà, comme ça au moins c'est très clair et on peut continuer avec le fait que les auditeurs, ils ont clairement à l'esprit qu'il y a une différence et qu'il faut pas tout mélanger, en fait. Non, et c'est d'autant plus important dans le sujet qui t'intéresse parce que effectivement la valeur de revente sur des bijoux fantaisie ne sera pas du tout la même. Alors il y a Mm. certaines marques, peut-être Chanel ou Hermès, qui vont pouvoir très bien revendre leurs bijoux fantaisie, Mhm. mais sur le marché de la seconde main, mais c'est vraiment pas toujours le cas. Donc c'est beaucoup moins Oui, oui, tout à fait. certain. Pour moi, ça n'a rien à voir. La joaillerie, c'est vraiment un marché à part, justement, parce que tu as tous ces matériaux nobles. Et après, les bijoux fantaisie, donc sur les grandes marques de luxe, au niveau investissement, oui, il y a des choses à faire, mais ça n'a strictement rien à voir avec les montants qu'on peut faire sur la joaillerie. C'est deux choses séparées, selon moi. Et maintenant, je voudrais en venir à quel est ton avis ou ta vision, justement, puisqu'on entre dans le vif du sujet, sur l'investissement dans des articles de luxe, et ici en l'occurrence sur les bijoux, et aussi par rapport à un achat neuf et d'occasion. Donc c'est-à-dire, voilà, il y a vraiment ce terme d'investissement qui se développe de plus en plus, on entend de plus en plus, surtout dans le secteur de la seconde main, des revendeurs qui commencent à parler en fait dans leurs publications, etc., d'investissement. Pas mal d'influenceurs aussi, dans la presse. Bon, les marques de luxe, on sait bien, n'aiment pas trop ce chemin, mais voilà, c'est une réalité du marché aujourd'hui et j'aimerais en avoir ta vision. Alors je vais parler plutôt de la joaillerie parce que même si je connais un peu la maroquinerie, j'étais côté marque, donc voilà, mon Mm. expertise sur la seconde main, elle est plutôt sur la joaillerie. En plus, je travaille quand même avec une experte qui est assez reconnue, donc ouais, je parle aussi sous son contrôle. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi le bijou. C'est vraiment évident sur le bijou l'intérêt de l'investissement en achat de seconde main. Déjà parce que l'or en soi, enfin les matières en soi ont une valeur sur le marché. Donc déjà, si vous achetez un bijou, même s'il n'est pas signé, vous avez la valeur de la matière. Et ça a une valeur. Quoi qu'il arrive, ça a une valeur. Et en plus, l'or, c'est quelque chose qui prend de la valeur chaque année. Oui, donc même si par exemple le bijou n'est plus du tout, enfin le modèle n'est plus du tout à l'heure du jour, il est complètement en désuétude, en fait, rien que le matériau fait que ça conserve une valeur, si je comprends bien. Exactement. L'or, il faut savoir que ça a pris 150% en 10 ans. Quelque chose comme Mm. ça. Donc l'or, c'est quand même une valeur refuge. Ça ne veut pas dire que tous les ans, là, ça a encore pris 35% en 2024. Ça ne veut pas dire Ouais. que chaque année, c'est le cas. Mais sur le long terme, l'or voilà, est de plus en Prendre plus la cher. valeur. Mhm. Exactement. Donc déjà, la matière en soi a de la valeur. Et d'ailleurs, enfin, on peut refondre l'or, on peut réutiliser les pierres. Donc voilà, en soi, ça a de la valeur. Ensuite, la signature apporte une valeur supplémentaire. Donc disons Cartier ou Van Cleef ou Bulgari ou Boucheron, ça apporte une valeur supplémentaire aux bijoux, au-delà du poids des matières. Mhm. Et chaque année, les marques augmentent leur prix. Et d'ailleurs, ils augmentent leur prix aussi parce que les matières augmentent. Hein. C'est pas uniquement pour se faire plaisir. Mhm. Les matières augmentent beaucoup. Mais voilà. Donc en fait, si vous avez acheté il y a 10 ans une bague qui est encore au catalogue chez Cartier, par exemple, il y a de fortes chances qu'elle ait pris au minimum 30% de valeur. Donc si vous la revendez, si vous l'avez acheté 1000 et que vous voulez la revendre en seconde main, le prix du marché, ça sera 1300, vous allez la revendre 1000. Alors certes, il y a une inflation et tout ça. Et encore 1000, c'est plutôt 50% en 10 ans la hausse du prix des marques. Donc voilà, c'est quand même assez sécurisant comme investissement puisque il y a vraiment pas de baisse du marché depuis 20 ans. Enfin, je pense que ce qui est important sur le bijou, c'est qu'il y ait une expertise. Donc il faut être sûr d'avoir un bijou authentique quand on investit en seconde main. Il faut avoir une expertise qui est faite avec un bon expert, parce que tous les experts ne se Expertise, valent pas. oui, oui, tout à fait. Et j'avais reçu sur le podcast Jean-Philippe Roland de la Malencoin, il expliquait justement que c'était un gros souci aussi, c'est que même les personnes, enfin, ou les plateformes qui délivrent un certificat d'authenticité, mais en fait, ça n'a pas vraiment de valeur. Enfin, c'est l'entreprise aussi, la facture de l'entreprise, ou réellement les connaissances et le background de la personne qui vont faire que voilà, c'est une expertise de qualité, mais un papier ne veut rien dire au final.
C'est sûr que ça dépend qui délivre le papier. Mm. Il y a des experts qui sont affiliés à des chambres. Comme Oui, tu dis, voilà, il y a l'expérience. En fait, il y a que l'expérience qui compte dans c'est l'expertise. ça. Alors, bien sûr, ils ont souvent des diplômes de gémologie et tout ça, mais c'est vraiment l'expérience qui fait la valeur de l'expertise. En fait, de ce que tu dis, de ce que j'en comprends, donc voilà, pour acheter ces pièces, oui, clairement, il faut aller quelque part où on sait que l'expertise, elle est concrète, elle est vérifiable. Et le fait d'acheter aussi finalement ce type de bijoux neuf, c'est pas spécialement une mauvaise opération parce que si on veut le garder pour soi pendant 10-15 ans, le jour où il est transmis par exemple à un de nos enfants, ce bijou aura aussi pris de la valeur allez, de facto, pourra aussi aller sur le marché secondaire par la suite. Exactement. Même en neuf, je pense que, bon, après, l'avenir dit pas si. Enfin, en général, j'ai jamais vu une marque de luxe baisser ses prix. Donc, Mm. ça fait quand même assez longtemps que je travaille dans ce secteur-là. Effectivement, là, on sait que le luxe est peut-être un peu, voilà, c'est un peu plus difficile le marché cette année. Je ne sais pas ce que ce sera l'année prochaine, mais ils vont probablement moins augmenter les prix Mm. cette année, par exemple. Peut-être que l'année prochaine, ça reprendra ou ça continuera. Mais ils sont obligés d'augmenter un petit peu leur prix quand même, parce que, ne serait-ce que parce que les coûts de la matière augmentent. En fait, extraire de l'or ou extraire des pierres, ça coûte de plus en plus cher. Donc, Oui, non, tout à fait. Oui, tout augmente, donc c'est sûr. Puis je pense aussi qu'il y a eu l'avant et l'après-Covid, c'est-à-dire que pendant le Covid, il y a eu aussi une explosion des prix qui s'est fait un peu partout. Il y a pas mal de personnes qui se sont emballées justement sur tout ce qui était articles de luxe. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est juste dans une baisse logique, en fait, comme tu peux voir dans tout type de marché classique. Et c'est pas inquiétant selon moi, mais voilà, l'avenir nous le dira. je suis d'accord avec toi, d'autant que la baisse, elle se fait principalement en Chine, où il y avait eu Mm, une croissance depuis 2007, je crois, 2008, une croissance énorme. Et mm. la Chine est plutôt en train est devenue un marché mature, qui se stabilise, qui commence à avoir des acteurs locaux. Et c'est ça qui se passe. Et ce sera peut-être relayé par d'autres marchés à un moment, mais de toute façon, c'est le sens de l'histoire, tout comme le Japon avait à un moment donné Mm. arrêté de consommer. Voilà. Après, ça va se normaliser, on va dire. Oui, c'est ça, je suis assez d'accord. Donc maintenant qu'on a bien parlé un petit peu voilà, du marché, etc., donc même qu'on a abordé l'investissement, je voudrais aussi parler du client type. Donc quel est en fait toi ton client type? Est-ce que justement dans tes clients tu observes différentes catégories de clients? Donc c'est-à-dire plutôt, je suppose, des achats plaisir, achats cadeaux, comme on vient un peu de l'évoquer. Et aussi, est-ce que tu as des clients qui sont plutôt des achats investissements? Enfin, je sais que tu en as au moins un, mais puisque je t'ai acheté un bijou il y a un an, je pense. Est-ce que tu vois aussi une évolution dans cette clientèle depuis que tu as lancé We Precious en 2022? Bon, alors, comme tu le soulignes, 2022, c'est quand même assez récent, donc je peux pas dire que j'ai un recul énorme. Donc, mon client type, pour répondre à ta question, on va dire que j'ai plusieurs personas, comme on dit. Il y a une partie de femmes qui achètent pour elles-mêmes, souvent. Donc ça, je trouve ça intéressant aussi parce que dans l'imaginaire de beaucoup de gens, les bijoux, ça s'offre et Mm. c'est comme ça, etc. Mais en fait, je vois qu'aujourd'hui, il y a vraiment beaucoup de femmes qui achètent des bijoux pour elles-mêmes. C'est souvent, dans mon cas, une bonne partie de gens qui sont en province, qui ont peut-être moins accès aux Ok. marques localement peut-être, ou qui sont peut-être plus habitués à acheter sur Internet, ou voilà. Mais en tout cas, beaucoup de clients en province, de tous âges d'ailleurs. On va dire pas si jeunes, voilà, on va dire entre 35 et 65 ans. Ensuite, j'ai une autre partie qui est un tiers, on va dire à peu près, qui sont des hommes qui offrent des cadeaux. Et donc, je trouve aussi intéressant parce que dans l'idée de se dire, peut-être que ce serait un frein d'offrir un cadeau, en cadeau un bijou de seconde main, ben, pas du tout. Mais du coup, ils sont Mm. vraiment attentifs à la façon dont ça va être emballé, à la façon dont c'est rénové, au certificat, etc. Les gens posent beaucoup de questions et demandent beaucoup à être rassurés. Mm. Et puis ensuite, je dirais qu'il y a un tiers de clientèle plus parisienne, plus consommatrice, entre guillemets, des gens qui achètent plusieurs fois, qui ont envie, enfin voilà, qui accumulent un peu plus des bijoux, qui sont peut-être moins des achats, comment dire. Je pense que la première cible, elle achète une fois de temps en temps, mais c'est vraiment pour se faire plaisir et Mm. c'est pas des gens qui achètent régulièrement, enfin très régulièrement des bijoux, c'est plus pour une occasion. Je vois ça aussi par rapport au sac de luxe, c'est un peu, entre guillemets, l'achat d'une vie. C'est peut-être Un justement, peu. comme tu dis, la cliente type, enfin la femme qui achète chez toi, c'est peut-être celle qui a économisé parce qu'elle voulait absolument se faire ce plaisir à un certain âge ou pour une certaine occasion. Donc oui, oui, c'est très logique au final. Exactement.
Et donc, une clientèle plus urbaine pour la troisième qui là va acheter plus souvent des pièces plus petites, mais on sent que c'est vraiment des gens qui sont amoureux de la joaillerie et qui aiment s'offrir des bijoux. Donc ça, c'est en gros, hein, c'est dans les grosses masses. Et concernant les investissements, je pense que on m'a déjà posé plusieurs fois la question. J'ai déjà eu des clients qui avaient acheté pour l'investissement. Ensuite, on m'interroge parfois sur la valeur, mais je dirais pas que c'est quelque chose que j'observe très fréquemment. Même si je pense que les gens, la troisième cible, elle met aussi des bijoux en vente. Donc, en fait, on va pas dire que c'est dans une logique d'investissement, mais c'est plus dans une logique de circularité, de se dire bon bah j'achète pour me racheter quelque chose qui me fait plaisir Oui, parce que je sais que ça perd pas de valeur. exactement. Et du coup qui rentre dans un système seconde main où finalement ça se nourrit, ça s'auto-finance, on va dire. Parce que assez positif, hein, mais c'est vrai que l'investissement pur comme moi je peux le faire, c'est plus rare, mais il y a de plus en plus de personnes, je discute avec beaucoup d'entre elles, qui en fait ont envie d'acheter une belle pièce qui a de la valeur et dont elles savent que la valeur ne va faire que croître. Donc le jour où en fait elles veulent s'en séparer pour s'acheter autre chose, elles savent qu'elles ne perdent pas d'argent, au contraire, elles vont peut-être avoir un petit bonus. Et voilà, c'est aussi le plaisir d'être dans la circularité tout en finalement gagnant un petit peu d'argent au passage. Donc pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Tu l'as abordé, mais j'aimerais vraiment qu'on revienne sur le sujet de l'importance de l'authenticité, surtout ici sur cette niche qui finalement est très particulière, qui demande, je pense, des connaissances assez pointues. Et comme tu l'as évoqué, tu travailles avec quelqu'un qui, je pense, a une formation particulière, qui est reconnue aussi dans la Chambre des métiers, il me semble. Voilà, j'aimerais qu'on aborde ce sujet parce que c'est vraiment aujourd'hui un petit peu l'enjeu majeur aussi de la revente de seconde main de ce type de produit. Oui, alors comme tu dis, c'est l'enjeu majeur et en même temps c'est juste un must. Enfin voilà, c'est pas possible de vendre des bijoux autrement. Donc je travaille effectivement avec une experte qui est affiliée à une chambre d'experts. Donc ça veut dire que ça apporte quand même une garantie sur l'expertise qu'elle fait et qui met quand elle rédige un certificat d'expertise, elle met en jeu une garantie qui est d'ordre légal. Ça veut dire que si elle se trompe, elle a une assurance qui permet de rembourser le client, etc. Bon, elle se trompe pas en général, mais en tout cas, elle apporte cette sécurité grâce à son affiliation à cette chambre et grâce à son expérience. Bon, parfois, les gens me disent, oui, j'ai le certificat de garantie de Vinted. Ça vaut Oui, pas mais moi, grand-chose. ça n'a aucune valeur pour moi, voire limite, ça m'inquiète presque parce que Oui, je oui. préférerais qu'ils me disent, je l'ai acheté dans la boutique. Voilà. Donc pour chaque bijou, effectivement, nous, on a un process assez précis de vérification. Donc avant qu'on reçoive le bijou, on fait une pré-expertise. Donc là, c'est beaucoup sur photo où on s'assure que vraiment à 95%, on sait que le bijou qui va arriver est authentique. Mais ça, c'est plus pour nous en interne. Et puis au moment de la vente, elle va établir un certificat d'expertise. Donc le certificat d'expertise, c'est vraiment quelque chose de très important quand on achète un bijou. Encore une fois, il faut qu'il vienne du bon expert, mais il doit être aussi rédigé d'une certaine façon. Et c'est vraiment important parce que c'est lui qui garantit l'authenticité et l'intégrité du bijou. Ça veut dire que l'expert a bien vérifié les poinçons, les marquages, l'origine du bijou. Sur les poinçons, c'est assez compliqué parce que les marques utilisent. Alors, il y a les poinçons de l'or et de l'argent. Bon, ça, déjà, ils sont différents par pays. Donc, déjà, c'est assez compliqué. Mais en plus, les poinçons de joaillier, il y a différents poinçons. Il y a la signature, il y a le poinçon de maître, il y a le poinçon de l'atelier parfois. Et en fonction de la période du bijou, les poinçons de maître peuvent varier. Donc, il y a vraiment qu'un expert expérimenté qui peut être capable de savoir ce poinçon de maître, ça date de telle année. Et elle va connecter les points, en fait. Elle va se dire, ah ben, la façon dont est fait le bijou, ça correspond à telle époque. La signature correspond En fait, elle va se dire, bon, ok, tout est aligné ou tout n'est pas aligné, et là, j'ai un doute. Et si elle a un doute, elle a en plus le réseau. Donc, elle va décrocher son téléphone pour vérifier avec les services patrimoine des marques ou avec d'autres experts dont elle sait qui sont spécialisés sur telle et telle période, si ça confirme son doute ou pas. Et donc, on a eu plusieurs fois le cas où il y avait des questions, pas forcément des doutes, mais des questions, et on a dû faire appel à plusieurs personnes pour vérifier avant de mettre le bijou en ligne. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment qu'un expert qualifié et reconnu, on va dire, qui a une longue expérience dans le domaine, qui peut interpréter ce genre d'informations. Donc ça, le certificat, c'est vraiment super important. En plus, ça apporte une valeur au bijou.
Donc, évidemment, si vous avez le certificat de la marque, c'est mieux. Mais d'abord, c'est pas si difficile de faire un faux. Oui, tout à fait. C'est un problème aussi. Exactement. Donc, même si vous avez un bijou avec le certificat d'origine et que c'est pas vous qui l'avez acheté en allant dans la boutique, donc vous n'êtes pas 100% sûr, ça peut être intéressant de faire un certificat d'expert pour valoriser le bijou parce que ça permet aussi de mettre en valeur le fait que la signature est de telle époque. Et donc peut-être que finalement un bijou qui vous paraît standard parce que c'est un produit assez standard de la marque, peut-être que parce qu'il a été fait à une certaine époque et qu'il est signé d'une certaine façon, il a peut-être un peu plus de valeur. Donc ça permet de bien fixer le prix de revente. C'est un sujet super intéressant et enfin tout ce que tu nous expliques est très important parce que moi j'entends souvent des personnes qui me disent ah mais c'est bon, la personne a la facture, elle a le certificat, et je trouve que ça veut rien dire comme tu l'expliques parce que il y a aussi des personnes qui font des arnaques qui en fait ont peut-être une vraie facture, un vrai certificat, mais l'article en fait qu'ils vendent avec n'est pas authentique. Donc aujourd'hui malheureusement ça veut plus rien dire, surtout qu'on est sur le marché de la seconde main. Et alors le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que moi, ce que j'adore vraiment dans ta démarche, c'est que tu travailles avec quelqu'un, une personne. Je veux dire, on sait qu'elle s'appelle Charlotte, on voit sa photo sur ton site internet, on sait qui est derrière. On sait aussi, voilà, elle fait partie d'une chambre, donc je suppose que faire partie de cette chambre-là, ben, tu le fais pas comme ça. Il faut certaines connaissances, je suppose qu'il faut aussi peut-être un certain nombre d'années aussi de pratique. Et ça, c'est quelque chose, sur beaucoup de plateformes reconnues, on ne sait pas en fait qui sont derrière ces authentifications. Et je pense que ça sera un enjeu majeur dans le futur aussi, parce qu'au final, que vaut alors ces authentifications sur des plateformes où on ne sait pas qui y a derrière? Parce que ça prend des années pour se former, ça prend des années pour repérer justement s'il y a un souci, ou même pour savoir l'année de fabrication, comme tu l'as expliqué, c'est pas si évident que ça, que ce soit pour un bijou ou pour d'autres articles. Et donc ça c'est quelque chose que je voulais vraiment mettre en avant parce que tu le fais avec transparence et c'est hyper rare. Ben, merci. Oui, oui. Et en plus, quand là-dessus tu ajoutes savoir reconnaître la qualité des pierres, parce que ça aussi, ça peut changer complètement la valeur du bijou sur un diamant. Enfin, voilà, il y a des fourchettes de prix qui sont vraiment très larges entre un diamant d'une qualité normale et un diamant de haute qualité. Donc, effectivement, la connaissance en plus des pierres, elle est importante parce elle voit tout de suite si pas que les diamants, les pierres ont beaucoup de valeur ou juste une valeur standard. Donc, et en plus, je pense que de la faire authentifier et d'avoir un certificat avec un expert, ça vous permet aussi de connaître la valeur. Si vous vous faites voler la bague plus tard, vous êtes quand même content d'avoir à l'appui Pour les le assurances. certificat de l'expert qui donne certaines informations sur le bijou et qui permet de redéfinir la valeur. Oui, oui. Non, c'est clair. On n'y pense pas spécialement, mais effectivement, il y a aussi toute la question des assurances quand on possède ce genre d'article. J'aimerais maintenant qu'on aborde vraiment le côté achat au niveau de ces pièces, et plus particulièrement, si tu veux faire un premier achat, plutôt avec ce côté un petit peu justement, comme on abordait investissement, ben, on reste sur le podcast où je parle d'investissement, mais un article en fait, entre guillemets, encore accessible au niveau de la joaillerie, qui prendra de la valeur, qui pourra permettre aussi peut-être d'avoir un petit rendement par la suite. Et si on n'y connaît rien du tout, qu'est-ce que tu conseillerais vraiment pour un premier achat au niveau peut-être de la marque, peut-être aussi du type de bijoux? Bon, après, c'est aussi toujours une question de budget, mais c'est sûr que les marques les plus demandées, ben, c'est les marques qui sont le plus demandées sur le marché de la première main aussi, et c'est des marques comme Cartier, Van Cleef, c'est aussi les marques les plus chères, mais Cartier, Van Cleef, Boucheron, donc ça c'est Bulgari aussi, mais Bulgari c'est peut-être un peu plus italien, mais et Tiffany, on va dire que c'est plus aux États-Unis, donc ça dépend aussi un peu sur quelle géographie on est, mais c'est sûr que si vous achetez un bijou Cartier ou un bijou Van Cleef, vous avez de faibles doutes sur la revente. Après, il vaut mieux se centrer sur les modèles les plus classiques, c'est-à-dire ceux qui étaient au catalogue il y a 20 ans et qui sont toujours. Par exemple, Trinity, Love, bon, maintenant on a le Clou aussi de Cartier qui est très demandé. Je pense que on prend pas un gros risque si on achète une bague Love de Cartier en se disant que on va la revendre plus tard, mais c'est déjà un certain budget, hein, parce que c'est pas des bijoux autant entrée que ça, c'est l'entrée de gamme de Cartier, mais Et justement, en termes de budget, plus ou moins, on se situe où? Tu peux nous donner une indication? sur une bague Love, on va dire, c'est autour de 2000 euros. Après, ils ont des bijoux plus entrée de gamme, qui sont des petits pendentifs avec cordon en tissu. Et ça, en fait, ouais, ça c'est peut-être dans les 800, 900 euros neufs, je dirais. Et ça, c'est aussi assez facile à revendre. En tout cas, Donc là, tu nous aujourd'hui. parles d'un achat neuf, alors si je comprends bien.
Oui, par exemple. Oui. Bah, après, en seconde main, je pense que ce sera à peu près la même chose. C'est-à-dire que si vous achetez, enfin, si vous êtes sûr de revendre dans un délai qui n'est pas 30 ans, il faut prendre les classiques d'aujourd'hui, entre guillemets. Mmh. C'est-à-dire que, enfin, si on est sur des marques connues et ce qu'on appelle les icônes des marques connues et reconnues, il y a assez peu de chances que vous puissiez pas le revendre. Après, si c'est pour le garder 30 ans, ça vaut le coup de prendre, d'aller prendre un bijou qui vous plaît vraiment. Enfin, c'est un arbitrage, en fait, je pense, Oui, entre oui. ce qui vous plaît vraiment, même si c'est une pièce plus spécifique, et quelque chose de très classique. Bon, c'est pas la même chose de se dire qu'on va le garder 30 ans et le porter tous les jours pendant 30 ans, ou se dire, bon, je le mets dans ma boîte à bijoux, je le porterai de temps en temps, et puis dans 5 ans, de toute façon, je le revends. Donc vraiment, si c'est à court terme, je pense qu'il faut prendre aucun risque et rester vraiment sur les icônes des icônes. Si c'est à long terme, bon, c'est un peu plus difficile à anticiper. Les icônes restent évidemment valables, mais une belle pièce qui n'est, faut pas qu'elle soit non plus complètement trop spécifique, mais un beau bijou créatif qui a été fait il y a 20-30 ans chez Cartier, je trouve que c'est intéressant de se dire que ben peut-être que dans 20 ans, ce sera une pièce recherchée parce que elle n'existe Il n'est plus pas sur le beaucoup. marché, etc. Mmh. Oui, non, c'est vrai. C'est un peu des petits paris à prendre à ce niveau-là. Ouais, voilà. Mais c'est pour ça que comme ça reste des... Je pense que c'est un peu la logique quand on achète un appartement. En fait, si c'est trop atypique, ça peut être difficile à revendre. Mais si vous êtes dans une adresse qui est déjà safe, entre guillemets, que les gens recherchent déjà aujourd'hui et que vous prenez un produit qui vous plaît, parce que dans lequel vous aimeriez, que vous avez envie de porter, donc pour un bijou dans lequel vous aimeriez vivre pour un appartement, il y a assez peu de chances que vous trouviez pas quelqu'un qui ait envie de le porter quand vous le revendez dans 10 ans. Pour moi, c'est ça. C'est si on fait trop de compromis, peut-être que à ce moment-là, la pièce sera plus difficile à revendre. Oui, non, mais je te suis assez là-dessus, parce que de manière générale, moi, c'est un peu les conseils que je donne aussi, c'est quand tu restes dans tout ce qui est intemporel, même, on parle même pas de classique, tout ce qui est intemporel, donc si tu le portes dans 20 ans, ça sera toujours à l'ordre du jour parce que c'est pas quelque chose de très spécifique. Tu prends pas de gros risques parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va te l'acheter. Après, dans les pièces plus spécifiques, ça dépend dans quel contexte elles ont été créées. Donc, tu as certaines pièces, enfin, c'est le cas aussi avec de la maroquinerie, d'autres choses, hein, qui, parce qu'il y a une collaboration spécifique ou parce que ça a été fait dans le cadre d'un moment bien particulier cette année-là, va prendre énormément de valeur. Mais parce que tu as tous ces éléments-là qui font que. Et ça, s'il n'y a pas une certaine connaissance derrière, c'est très difficile en fait de le déterminer. Tout à fait. Mais l'avantage de la joaillerie par rapport à la maroquinerie, et la mode encore plus, c'est qu'il y a quand même beaucoup de lignes qui sont des lignes permanentes. Il y a peu de lignes saisonnières, en fait. Mmh. Donc déjà, il y a vraiment des choses qui perdurent depuis les débuts de la marque. Mais en plus, même les lignes saisonnières, elles restent au moins 3, 4, 5 ans en boutique. Donc, c'est à la fois un avantage et un inconvénient, hein, parce que celles qui n'ont pas marché, bah, pour le coup, je pense qu'elles peuvent perdre un peu d'attractivité pour les gens qui veulent acheter en seconde main. Mais Ouais. quand vous avez la valeur du prix du bijou en boutique sur une bag love, bah, en fait, le prix du marché de la seconde main, il se fixe par rapport au prix du neuf. Donc, si Oui. le bijou est encore en boutique, il n'y a pas de discussion possible sur le fait que si la bague est à 3 000 € en boutique, bah, vous n'allez pas la revendre 3 300, mais vous n'allez pas la vendre non plus 1000. Oui, oui. Donc, c'est relativement balisé, on va dire. Voilà, oui, tu as répondu en fait à la question que j'allais te poser, donc c'est magnifique. Sur quels étaient justement l'avantage du point de vue financier avec la joaillerie. Et justement, si on parle un peu plus spécifiquement de la différence entre le neuf et l'occasion, si on veut acquérir une pièce par exemple de quartier en occasion, enfin je veux dire sur le marché de la seconde main, par exemple chez toi, enfin au niveau du pourcentage entre guillemets de réduction par rapport à la boutique, on se situe plus ou moins à combien? Sur du quartier, on va être à peu près sur un bijou qui existe en boutique, on va être à peu près sur du 30%. Après, ça Oui, ce qui est dépend de déjà très très l'état, bien en ça fait. dépend. Mmh. Oui, alors c'est un autre avantage de la joaillerie, c'est-à-dire qu'en fait la décote, elle est quand même moindre Mmh. que sur de la mode, parce que du fait du prix des matières. Ensuite, nous, on va dire que selon les marques, on va être entre moins 30 et moins 50, parfois moins 60, mais c'est quand même assez rare, ça dépend. Il y a des bijoux effectivement qui sont encore au catalogue, d'autres qui n'y sont plus, donc là on peut se référer au dernier prix pratiqué. Et puis il y a un marché de la seconde main avec des produits qui sont plus demandés. Si par exemple je prends Van Cleef où il y a beaucoup de rareté sur le marché Oui. de la seconde main, il y a déjà parfois de la rareté en boutique. Et là, on va parfois être moins 20, moins 25.
c'est sûr que ça baisse moins, mais d'un autre côté, ça veut dire qu'à la revente, ça baissera moins aussi. Ok, et est-ce que tu as aussi le phénomène, je sais pas, la question me vient comme ça, c'est par exemple sur les sacs Hermès, le Kelly, les Birkin, on sait que l'acquérir en boutique est très compliqué, ceux qui arrivent, s'ils le revendent, ils peuvent même le revendre plus cher que le prix boutique. Est-ce que ça peut aussi arriver au niveau de la joaillerie? Alors, moins, mais je pense que dans certaines ventes aux enchères, quand il y a une enchère sur le produit et qu'il y a peu de produits, ça peut arriver. Enfin, moi, c'est sûr que je ferais pas forcément ça sur le site, parce qu'à moins que ce soit vraiment une pièce vraiment très très spécifique, parce que finalement, il y a même sur certaines pièces où il y a de la rareté chez Van Cleef, il n'y a pas non plus 1 an et demi d'attente. Il y a quand même du stock. Mais c'est vrai que en maison d'enchères, je pense que les ventes peuvent un peu s'envoler parce que les gens sont là, ils veulent absolument le produit, ils le veulent tout de suite, et parce que peut-être ils ont un client, parce que parfois, souvent, c'est des marchands. Et donc là, ça peut monter un peu. Oui, d'accord. Oui, ce que tu fais pas, en fait, c'est pas le but du tout de ta démarche, donc. Non, après, sur des pièces de haute joaillerie, certainement que ça arrive. Moi, je connais moins bien ce marché-là. Sur des pièces uniques, vraiment, voilà, là, c'est autre chose, qui ont appartenu à un tel, qui ont une histoire vraiment particulière. Et ça va aussi être des choses qui vont plutôt être vendues en vente aux enchères. Mais en revanche, ce que je peux dire, c'est que je vois beaucoup sur les plateformes des bijoux dont le prix est fixé au-dessus du prix en boutique. Et ça, je pense que c'est pas du tout justifié. Je pense qu'il faut aussi faire vraiment très attention quand on achète quelque chose, de bien vérifier le prix en boutique et de se dire que si la décote est pas au moins 20%, faut négocier à ce moment-là. Oui, ça n'a pas de sens. Mais moi, je l'observe aussi pour d'autres produits. Et ce qui est frappant, c'est que comme les personnes qui achètent ces produits, si justement on est sur l'achat un petit peu achat plaisir, en fait, ne vont pas se renseigner, ne se rendent parfois pas compte que finalement ils vont payer plus cher parce qu'ils sont dans cette démarche de je vais plutôt acheter de la seconde main pour la circularité. Et ça, je trouve c'est un petit peu l'abus qui existe aussi à ce niveau-là et c'est un peu dommage. Mais voilà, c'est c'est comme ça, comme pour tout. Au niveau justement de la prise de valeur par rapport à ces produits signés, si tu devais donner une moyenne de rendement par an environ de prise de valeur, on se situe sur quoi? Sur du 5%, du 10%? Je dirais que, en tout cas, ce que je sais, c'est que les marques augmentent leur prix entre 3 et 7% par an. Ok. Voilà. Alors, c'est pas uniforme sur tous les modèles, c'est pas uniforme sur les marques, et évidemment, ça dépend des marques. Oui. Je pense qu'il y a vraiment des marques qui se valorisent et d'autres moins. Par exemple, une marque comme Mauboussin qui fait beaucoup de promotions. Oui. Pour moi, ce serait pas un vecteur d'investissement. D'accord. Oui, Parce que on sait jamais si demain ils vont pas mettre leurs produits. Parfois, c'est moins 80%. Donc, alors sur des pièces plus anciennes, parce que bon, Mauboussin a toute une histoire, sur des pièces plus anciennes qui ont vraiment été fabriquées à l'époque de la place Vendôme et tout, je pense que là ça peut être intéressant parce qu'il y a vraiment des très belles pièces. Mais sur les pièces plus récentes, je ferai attention. Mais oui, sinon sur les marques refuges, on va dire vraiment sur les grandes marques, je pense que 3 à 5% par an, c'est pas. Oui, donc ça suit finalement la logique des maisons de luxe par rapport à leur augmentation. Oui, exactement. Super. Et je te propose de passer maintenant plutôt au côté revente. Et des questions qu'on peut revenir quand j'ai parlé que j'allais faire une interview avec toi, c'est quand on veut revendre, donc en tant que particulier, un beau bijou signé qu'on possède dans sa famille, qu'on a reçu, qu'on veut plus, etc. Quels sont les éléments importants à conserver ou à amener, par exemple, si on veut passer par une plateforme comme la tienne pour justement maximiser peut-être ce qu'on pourrait en récupérer, entre guillemets? Bon, bien sûr, c'est vraiment intéressant d'avoir les boîtes, les certificats d'origine, si possible, voir les factures. Je pense que ça a une petite influence sur la valeur du bijou, mais ça va surtout permettre de le vendre plus rapidement parce que ça rassure le client. Et puis, typiquement, s'il veut faire un cadeau, il est content d'avoir les éléments d'origine. Pour l'expérience client, justement, peut-être aussi. Exactement. Donc, on va dire que ça apporte de la valeur au global, au bijou, même si finalement sur l'expertise elle-même ou le prix de vente lui-même, ça va pas forcément influer énormément, mais ça va être un argument si les gens veulent négocier, de dire attendez, il y a la boîte, il y a le certificat, c'est un full set. Donc ça, je pense que c'est important. Non, mais sinon c'est tout. Après, il faut quand même les conserver dans des bonnes conditions, vos bijoux. Je pense qu'il faut si possible, les garder dans un coffre déjà pour éviter si vous les portez pas, pour éviter de se les faire voler, mais aussi peut-être les faire vérifier régulièrement chez un
dans un atelier pour vérifier que les sertis sont bien solides, parce qu'effectivement, si vous perdez une pierre, on peut la remplacer, mais ce sera pas la pierre d'origine, donc il y aura peut-être une Oui. différence qui, pour le coup, pour un expert, sera visible. Donc elle peut dire, ah bah les pierres sont bien, mais celle-là a été remplacée. Donc voilà, je pense qu'il y a un minimum d'entretien à faire sur le bijou de façon régulière si on sait que dans le futur on voudra la vendre. Après nous on le fait. Donc si vous avez des bijoux dont vous héritez et que vous souhaitez les valoriser, à ce moment-là, nous on peut faire les réparations. Enfin, donc nous on n'a pas besoin. Ce que je veux dire c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir déjà les papiers d'expert. De toute façon, elle refait un certificat. Donc même si c'est un plus, c'est pas indispensable. Et ensuite, l'entretien, bah, s'il n'a pas été fait avant, nous, on fait la vérification des sertis, éventuellement un poli si c'est de l'or, ou même un rhodiage si c'est de l'or blanc, pour que ce soit impeccable à la vente. Donc c'est un petit coup, mais c'est pas, il y a rien qui empêche de vendre le bijou en tout cas. D'accord. Donc, Donc le packaging, enfin ce qui va être boîte, peut-être même le sac, ça a quand même une petite importance pour justement que la personne qui va acheter achète peut-être plus rapidement parce qu'elle sait qu'il y aura l'expérience derrière aussi, comme si, enfin, pas comme si elle était en magasin, mais enfin comme si elle déballait son cadeau. oui, ce qui est sûr, c'est que si vous achetez des bijoux neufs ou en tout cas avec leur boîte, il faut pas jeter les boîtes. Il y a des gens qui jettent toutes les boîtes. Ça, pour le coup, en joaillerie, en horlogerie, c'est vraiment des choses à garder parce qu'en plus, ça fait partie de la traçabilité du bijou. Chez certaines marques, la boîte est liée au bijou. Donc, il Donc faut c'est les garder, important de quoi. les garder. D'accord. Ça, Ouais. c'est le conseil à retenir. Et les certificats, ils les redélivrent pas dans les marques. Soit ils les redélivrent jamais, comme Cartier, soit ils les redélivrent à un prix, je sais pas, plus de 1 000 euros. Donc, Mm. bon, ça a vraiment une valeur quand même. Donc, nous, on peut remplacer, c'est-à-dire qu'on peut attester de l'authenticité du bijou avec un certificat d'expert. Mais si quelqu'un cherche le bijou avec un certificat, le coût de le remplacement du certificat, c'est soit inestimable, puisque c'est pas possible, soit au moins 1 000 euros, 1 500 euros. Mm. Donc, non, ça a quand même une valeur. Ouais, donc autant tout garder de base, comme ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Exactement. Et au niveau de la conservation ou de l'entretien en fait de ces bijoux, donc tu as parlé, il faut faire attention au serti, donc ce qui tient la pierre. Mais au niveau, par exemple, là, si c'est un bijou qu'on porte un peu, au niveau de la conservation, qu'est-ce que tu conseilles? De les remettre dans leur boîte, de passer un petit chiffon dessus Ben, alors, il y a plusieurs écoles. Il y a les gens qui disent qu'il faut les remettre tous les soirs dans sa boîte. Et c'est vrai, en fait, on dit qu'il faut pas dormir avec une bague, par exemple, parce que si on la cogne, ça peut fragiliser les pierres. De toute façon, la bague, elle vit. Moi, je pense que la bague, elle vit. En vérité, si vous enlevez votre bague, vous avez aussi le risque de la perdre. Vous avez le risque de l'oublier sur votre table de nuit. Et puis, si vous faites cambrioler, bon, bref. Donc, il y a pas, je pense qu'effectivement, si on est rigoureux, on se dit que tous les soirs, on la remettrait dans un coffre, qui est un coffre qui peut pas s'enlever. Et puis, on la passerait chez le joaillier peut-être tous les ans pour vérifier les sertis et tout ça. Je pense que c'est pas forcément hyper réaliste parce que les 3 quarts des gens ne le font pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous avez plaisir à porter votre bijou quotidiennement, il y a vraiment des petites choses qu'on peut faire pour le rendre aussi beau que neuf et qui sont soit le mettre chez un joaillier pour un très bon nettoyage aux ultrasons, si la pierre le permet bien sûr, parce que vraiment ça a un effet incroyable et vous ressortez avec une bague qui est toute brillante et c'est magnifique, une bague ou un collier. Ou pour les bagues en or blanc, c'est vrai qu'au bout d'une dizaine d'années, elles peuvent se jaunir un peu parce que le rhodiage Oui. disparaît et faire régulièrement un rhodiage, c'est un petit coup, mais c'est l'effet est incroyable. Donc pour avoir plaisir à les porter, je pense que ça vaut vraiment le coup de les entretenir parce que pour finalement le prix d'un entretien, on va dire, vous avez un bijou qui est comme neuf. Oui, d'accord. C'est très agréable à porter. Mais sinon, on peut aussi, enfin, vous les mettez une nuit dans un verre d'eau avec un tout petit peu de savon de Marseille ou tout petit peu de liquide vaisselle et le matin frotter un petit peu avec une brosse à dents. Déjà, c'est pas mal. D'accord. Ça a un bon effet. Donc ça, on sait déjà faire chez soi, c'est bien. Voilà, exactement. Et après, non, mais les sertis, c'est important parce que, enfin, c'est important. C'est vrai que sur des bagues où il y a des diamants en taille brillant ou du pavage, ça peut arriver que les pierres tombent, hein. Ça arrive régulièrement. Donc c'est vrai que si on peut les faire vérifier de temps en temps, c'est comme si on perd une grosse pierre, c'est embêtant. C'est quelque chose que personnellement je ne savais pas, donc tu m'as appris aussi quelque chose au niveau des certis qu'il faut les faire vérifier, donc je pense que c'est un super conseil. On pourra peut-être en aider plus d'une. Et je sais pas aussi si ça s'applique à ce type de bijoux, mais si par exemple, voilà, on enlève sa bague, on la place avec d'autres bijoux, enfin c'est quand même peut-être pas top non plus au niveau des frottements. Enfin, ça va peut-être plus abîmer les bijoux aussi si on les range pas de manière séparée et protégée. Oui, ben alors en effet,
Surtout s'il y a un mélange de bijoux fantaisie et tout ça. Enfin, il y a aussi des interactions entre les métaux, mais je pense que il y a des petites boîtes à bijoux, enfin, même chez Muji ou je ne sais quoi, où on peut mettre les bagues sans les remettre dans les boîtes, parce que les boîtes, c'est vrai que c'est un peu fastidieux de Oui, ressortir les un peu boîtes, les risqué. rouvrir. Enfin, puis ça prend du volume en fait, mine de Oui, rien, si vous avez beaucoup de bijoux. Mais bien ranger les boîtes dans un endroit où elles vont pas s'abîmer, et puis sinon avoir une petite boîte que vous mettez dans votre coffre avec les bijoux, les bagues dans des racks en fait et bien oui, séparés c'est les ça, uns des c'est autres. pareil. Ou ce qui fonctionne bien, surtout notamment pour les colliers où on peut faire des nœuds aux chaînes si on les range mal, c'est des tout petits sachets en plastique avec comme des ziplocs mais tout Oui, oui, petits. je vois bien, oui. Et comme ça, vous les rangez séparément les uns des autres. Et c'est vrai que nous, c'est ce qu'on utilise. Et pour les chaînes, du coup, enfin vraiment de mettre 2 sacs, c'est-à-dire un petit sac avec le motif, Oui, avec la chaîne qui sort, séparée avec le ziploc zippé au milieu pour séparer les 2 côtés de la mhm. chaîne, et ensuite la chaîne enroulée autour de ce plastique et remise dans un autre petit ziploc. Ce qui Ah oui. permet d'éviter que la chaîne s'en mêle. Parce que ça peut être assez embêtant. Nous, ça nous est déjà arrivé qu'il y ait un nœud et qu'on soit obligé de couper la chaîne pour enlever le nœud. Ouais, j'allais dire que tu risques aussi de casser le bijou, en fait, quand t'as des nœuds Ouais, comme ça. Parce que t'as des chaînes qui exactement. sont super fines. Oui, mais ça, je ne savais pas non plus. C'est un super conseil, les petits sacs zippés, surtout sur des bijoux de cette valeur-là. Ça vaut la peine, en fait, de prendre le temps de bien le ranger au final, hein. Oui, Donc je merci pour ce pense. conseil. Je voudrais aussi conclure un peu tout ce qu'on vient de dire en disant que voilà, moi, ta plateforme, je l'ai testée personnellement, sans te le dire en plus, quand j'ai passé commande, parce que je voulais vraiment m'assurer du service que tu rendais. Et bah, je voudrais juste aussi témoigner dans le podcast que j'ai trouvé le service de qualité. Qu'en plus, ce qui m'avait aussi beaucoup plu, c'est le fait que bah, vous remettez un petit peu en état le bijou, donc vous le frottez, enfin vous le rendez brillant, etc. Et donc on reçoit vraiment son bijou, quel que soit le prix qu'on paye finalement, dans un état quasi neuf. Donc l'expérience aussi client, moi je peux en attester, était vraiment très agréable. Donc je te remercie aussi pour ça. Nous arrivons tout doucement donc à la fin du podcast et je voulais savoir si tu avais une actualité à nous partager avec les auditeurs. Donc est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui va arriver concernant We Precious? Écoute, nous, on est quand même une marque assez récente, donc on essaye de faire des nouvelles choses tout le temps et en même temps de poursuivre ce qu'on a fait. Donc, on a une grosse actualité à Noël, mais là, en début d'année, je pense que vraiment, on va plutôt s'efforcer de développer ce qu'on a mis en place. Et notamment, depuis le mois de novembre, on fait des ventes événementielles tous les vendredis. En fait, Mm. on met vraiment nos nouveaux bijoux en ligne tous les vendredis. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de faire monter en puissance, donc en ayant vraiment des bijoux de plus en plus attractifs. Et ça va être vraiment le focus de début d'année. Donc, Ah, c'est on chouette. aura, je pense, au deuxième semestre des salons ou des choses comme ça. Mais pour l'instant, c'est... Des salons physiques, c'est ça? Oui, on a fait en novembre un salon qui s'appelle Timeless Jewels, qui est le salon des arts joailliers, qui était à l'Hôtel de l'Industrie à Saint-Germain-des-Prés. C'était intéressant pour nous de pouvoir, comme on est une marque vraiment digitale, de pouvoir aller aussi à la rencontre des clients et des vendeurs en ayant une présence physique. Donc, on va faire Mm. régulièrement des pop-up ou des événements physiques. Mais là, en début d'année, on va vraiment se concentrer sur l'augmentation de notre catalogue et D'accord. l'augmentation de notre efficacité et que Ah, le mais c'est chouette. service soit encore meilleur. Je te remercie Encore pour meilleur. ton témoignage, mais on essaye de s'améliorer. Donc, depuis, on a amélioré des choses et Donc il y a quand même moyen aussi de vous rencontrer physiquement à certains événements, donc ça c'est intéressant. Et justement, et s'il y a des auditeurs intéressés, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Donc vous avez un site internet, c'est ça? oui, alors donc on a un site Instagram? internet weprecious.com. Il est tout à fait possible aussi de faire des essayages pour les gens qui sont en région parisienne. Donc ça, on peut se voir à cette occasion-là. Des essayages ou des dépôts en main propre des bijoux que vous souhaitez vendre. Et puis ensuite, si vous vous abonnez à notre newsletter, vous serez informé de nos différents événements. Cette année, on a fait ce salon en novembre et puis 2 ou 3 événements privés pendant l'année. Et donc, on va recommencer cette année. Il n'y a rien pour l'instant de planifié, mais sinon, voilà, on n'a pas de boutique physique, donc ça se passe essentiellement en ligne. D'accord. Donc en fait, si on s'abonne à la newsletter, on reçoit en fait toutes les actualités et les salons éventuels où vous participez. Et au niveau des réseaux sociaux, vous êtes présent sur Instagram, je pense, LinkedIn, c'est ça? Oui, Instagram, LinkedIn et Facebook et Et Facebook. TikTok. Ok, donc il y a de quoi vous retrouver. Exactement. Donc j'aimerais également te poser une question un petit peu plus personnelle. Donc toi, quelle serait la pièce de luxe, donc ça peut être de joaillerie ou autre chose, que tu souhaiterais acquérir et
pourquoi cette pièce-là? Donc vraiment ta pièce de rêve. Alors moi, j'ai un grand amour pour la marque Van Cleef Arpels parce que je trouve que c'est une marque extrêmement authentique justement et fidèle à ses valeurs. Mon prochain investissement dans les années qui viennent, ce sera certainement un sautoir de la ligne Alhambra en or. Donc je ne l'ai pas encore eu sur mon site, donc je n'ai pas pu l'acquérir. Et en plus j'ai des gens qui le cherchent, donc je pense que je servirai d'abord mes clients. Ah! Donc c'est ta Mais pièce typique de rêve alors? je trouve que c'est une pièce emblématique et intemporelle et très chic et qui est spectaculaire aussi. Ah oui, Ça c'est me chouette. paraît être un bon investissement. Eh ben, je te souhaite de la dénicher. Merci. Et enfin, pour conclure ce podcast, que voudrais-tu que les auditeurs retiennent de notre échange, s'il y avait vraiment un élément? Je pense que moi, ce qui est important, ce que je veux vraiment mettre en avant sur We Precious, notre plateforme, l'idée, c'est que vous puissiez trouver des bijoux qui sont à la fois des icônes, donc des valeurs sûres du marché de la joaillerie, mais en plus en parfait état, qui ont été expertisés, qui ont été rénovés, nettoyés. Si vous souhaitez investir dans un bijou et que vous trouvez sur We Precious le bijou qui vous plaît, vous pouvez vraiment venir voir notre offre. Mais dans tous les cas, j'inviterai tes auditeurs à vraiment faire attention quand ils achètent un bijou. Je pense que c'est le plus important s'ils souhaitent investir, à vraiment prendre toutes les précautions. Parce que sur le marché de la seconde main, il y a le meilleur comme le pire. Et je pense en joaillerie, peut-être encore un peu plus parce que l'impact est tout de suite plus important quand vous investissez 2 000 € et que finalement le bijou n'était pas authentique et qu'on vous le dit quand vous l'amenez en boutique pour le faire réparer, c'est vraiment une très mauvaise surprise. Donc le plus important, c'est vraiment de prendre les précautions, de vérifier la qualité de l'expertise et bien vérifier les informations du vendeur. Donc, je vous inciterai à plutôt passer par un professionnel plutôt que de faire ça en direct sur une plateforme professionnelle ou maison d'enchères. Donc vraiment Je prendre pense le que ça, temps de c'est sélectionner, oui. voilà. Même si c'est pas chez nous, je pense vraiment de faire attention. Il y a Oui, vraiment il y a de de tout tout. sur le marché. Mmh. Oui, non, c'est vrai. Donc, déjà, moi, je vous recommande, c'est certain, mais dans tous les cas, c'est toujours mieux de passer plus de temps à vérifier les choses, surtout pour ce type d'achat où quand même on est sur parfois plusieurs dizaines de milliers d'euros, que d'y aller tête baissée parce qu'on pense faire une bonne affaire et finalement se faire arnaquer. Donc ça reste, voilà, la prudence reste vraiment le mot d'ordre, j'ai envie de dire, pour ce type d'achat. En tout cas, je te remercie pour cet échange qui a vraiment été riche en termes de valeur, en termes de même des petites astuces que tu nous as partagées et qui, je pense, a ouvert pas mal les choses par rapport à ce monde très niché, finalement peut-être un peu opaque aussi pour certaines personnes. Donc, merci beaucoup pour ton partage en toute transparence et à bientôt. Eh ben, merci beaucoup, Cécile. C'était un plaisir d'échanger avec toi et de te revoir et à bientôt, ici ou sur un événement. Oui, ça serait vraiment une chouette occasion. Merci beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère que vous avez autant apprécié l'écouter que j'ai adoré le tourner avec Gaëlle. N'hésitez pas à aller faire un tour sur son site internet. Qui sait, vous tomberez peut-être sur la pépite de vos rêves. Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure manière de soutenir mon travail est bien sûr de me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou encore de partager l'épisode à quelqu'un que ça pourra intéresser. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon votre heure d'écoute et rendez-vous au prochain épisode.